Bonjour mesdames et messieurs, alors je vous retrouve pour un nouveau volet, si on veut, de mes petites capsules en histoire militaire. Mon nom est Carl Pépin, je suis historien spécialisé en histoire des pratiques et de la conduite de la guerre et il me fait encore plaisir évidemment de vous souhaiter la bienvenue à cet exposé qui portera aujourd'hui sur la participation du Canada pendant la Première Guerre mondiale. Vous savez, nous sommes, au moment de l'enregistrement, nous sommes en 2015 et l'année dernière, en 2014, un peu partout dans le monde, il y a eu maintes commémorations pour nous rappeler en fait le centenaire du déclenchement de la Grande Guerre qui sera appelée ultérieurement la Première Guerre mondiale. Et puis, c'est un peu dans ce contexte-là que je voulais un peu vous rappeler aujourd'hui quelles ont été les grandes lignes de la participation de notre pays, le Canada, au conflit qui fut, si on veut, considéré comme l'une des premières guerres totales de l'ère moderne, notamment depuis le 20e siècle. Et avant de traiter spécifiquement de l'objet, en fait, je reste toujours un peu dans la matière. Je ferai ma mise en scène initiale par un rappel peut-être pas d'une anecdote, mais d'un fait historique intéressant. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, le 18 février 2010, donc il y a de cela quelques années déjà, cette date-là marquait un événement symbolique, si on veut, dans l'histoire du Canada. En fait, à l'âge de 109 ans, l'âge très vénérable de 109 ans, décédait un dénommé John Foster Babcock, qui était le dernier vétéran canadien de la Première Guerre mondiale. Le dernier vétéran qui a porté l'uniforme. Et puis, sa mort évoque d'une certaine façon, comme dans bien des pays européens qui ont participé au conflit, qui ont vu leur dernier vétéran rendre l'âme, sa mort marque la fin d'une époque qui est déjà lointaine. Une époque qui est, somme toute, détachée des générations actuelles qui n'ont pas connu, je vous dirais, fort heureusement, ce conflit. La Première Guerre mondiale pour le Canada était une époque où 650 000 hommes et femmes avaient répondu à l'appel de ce qu'on appelait à l'époque le devoir, dans une guerre qui, vous l'imaginez, fut une boucherie sans nom. Des Canadiens de toute origine, qu'ils furent anglophones, francophones, volontaires ou même enrôlés de force, soit des conscrits, eh bien, plus de 650 000 hommes et femmes s'étaient rendus en Europe combattre dans des conditions qui dépassaient l'imaginaire. Et ce que j'aimerais faire aujourd'hui, mesdames et messieurs, ce sera un peu, comme je le mentionnais dans les grandes lignes, vous raconter leur histoire. Rappelons dans un premier temps que la guerre européenne qui avait débuté précisément au mois d'août 1914 et s'était rapidement transformée en un conflit aux dimensions planétaires. On était alors, je vous dirais, loin de se douter que l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche-Hongrie, le 28 juin 1914, allait provoquer une déflagration mondiale. Et chez nous, au Canada, au moment où l'attentat se produit, dans les jours, voire les semaines qui ont suivi la tragédie, bien, étonnamment, la vie suivait son cours. Les journaux avaient bien entendu traité de l'incident, mais les événements liés à la politique et à l'économie nord-américaine attiraient davantage l'attention d'un public qui, je vous dirais, était peut-être pas peu au fait, mais à tout le moins intéressé par les réalités européennes. Et par un complexe jeu d'alliances politiques, de rivalités économiques et coloniales, et par une course aux armements entre les grandes puissances européennes depuis la fin du 19e siècle, il s'était installé en Europe un climat de tension qui, je vous dirais, tôt ou tard, pouvait se mouvoir en une guerre généralisée à la moindre provocation. Et c'est ce qui va se passer. En fait, les puissances européennes s'étaient mutuellement déclaré la guerre à l'été de 1914. Et la situation était qu'en ce très chaud été de 14, peu de gens se doutaient que ce conflit, qui, comme on le savait évidemment, était censé se terminer à Noël, allait engendrer un horrible massacre qui aura duré en tout et partout un peu plus de 4 ans. Et en réaction à l'invasion de la Belgique, le 4 août 1914, et c'est un fait qui me vient en mémoire comme ça, la Grande-Bretagne déclarait peu de temps après la guerre à l'Allemagne. Et ce faisant, Londres entraînait dans le conflit, en fait Londres, je parle ici de l'Empire britannique, l'Empire britannique entraînerait dans le conflit tous ses dominions et possessions, ce qui incluait le Canada. Et pourquoi, vous me demanderez? Bien, étant donné que nous étions, nous les Canadiens, officiellement indépendants
depuis la signature de l'acte de l'Amérique du Nord britannique le 1er juillet 1867, en fait la signature, l'entrée en vigueur du traité, dis-je bien, eh bien, le Dominion du Canada n'était malgré tout pas maître de sa politique extérieure. En fait, il le deviendra seulement quelques décennies après la guerre, justement. Et étonnamment peut-être, le fait que le Canada soit automatiquement en état de guerre contre l'Allemagne le 4 août 1914 avait été un événement relativement bien accueilli d'un bout à l'autre du pays. Que ce soit dans la très française ville de Québec ou dans la très britannique ville de Toronto, les Canadiens d'un bout à l'autre de l'océan reçurent avec un certain enthousiasme la nouvelle de la guerre européenne. Mais évidemment, comme c'est important en histoire, je vous rappellerai qu'il faut toujours remettre les choses en contexte et je ne serai pas avare de détails là-dessus, mais je vous dirais dans un premier temps que depuis la fin de et je suis en train de penser à ça, depuis la fin de la guerre africaine, de la guerre des Boers qu'on a appelée ultérieurement, depuis la fin de la guerre sud-africaine en 1902, qui était somme toute demeuré un conflit localisé à l'Afrique du Sud et à la Rhodésie, si on veut, le Canada n'avait que peu participé à des événements d'envergure sur la scène internationale. Notre pays avait été, comme je vous le dis, peu engagé. Et la nouvelle guerre, si on veut, en 1914, n'avait finalement pas été le conflit de courte durée comme on avait anticipé, rappelez-vous. Au contraire, en fait, le premier hiver de guerre s'abattait sur l'Europe au tournant de 1914-1915. Il y avait de vastes lignes de front qui découpaient désormais de nouvelles frontières. En fait, les frontières étaient désormais les tranchées des belligérants. Il y avait des barbelés, des trous de but partout dans lesquels vivait une race émergente d'hommes qui apprenaient à côtoyer, si vous voulez, quotidiennement la mort, la boue et la vermine. Les fronts s'étaient stabilisés au tournant de 1914-1915 et les armées européennes, épuisées après les premières batailles de l'été de l'automne 14, s'étaient enterrées dans des réseaux inextricables de tranchées. Et sur le front ouest, c'est-à-dire sur le front belge et français, celles-ci s'étalaient, ces frontières-là, ces tranchées-là. Imaginez-vous, elles partaient d'une ligne de la frontière suisse jusqu'à la mer du Nord sur une longueur minimale d'environ 800 km. Certains diront même 850 ou 900 km de lignes ininterrompues de tranchées. Alors, vous voyez un peu la dimension du conflit. Et plus près de chez nous, alors que les armées européennes s'affrontaient donc à l'hiver de 1914-1915, le Canada, notre pays en 1914, mobilisait ses volontaires dans une excitation relativement généralisée. Et la question à poser était la suivante. En fait, moi, c'est la première question comme historien quand j'analyse cet événement-là de la mobilisation. Est-ce que, d'un point de vue strictement militaire, peut-être politique, certains diront, est-ce que notre pays était prêt en 1914 à affronter les conditions de la Grande Guerre? Bien sûr, la réponse catégorique est non. À cette époque-là, le Canada ne disposait militairement parlant que d'une milice d'à peine 3000 hommes. Et pour vous donner une idée, en 2015, notre armée professionnelle est constituée d'au moins 60 000 militaires, peut-être 65 000. Alors 3 000 hommes à l'époque, c'était beaucoup moins. Et ces 3 000 hommes-là, qui étaient des soldats professionnels, étaient appuyés par ce qu'on appelait une milice non active et non permanente de 70 000 individus sur le papier. Alors, ce sont des effectifs théoriques. Et bon nombre parmi ces derniers miliciens n'avaient à peu près, croyez-le ou non, jamais touché un fusil. En clair, il fallait créer ce qui allait devenir le corps expéditionnaire canadien. Et l'homme responsable d'accomplir cette grande tâche était le très controversé ministre de la milice, Sir Samuel Hughes, qui était un Ontarien. Qui était Sam Hughes? Bon, d'abord, disons que Hughes a été beaucoup critiqué par les historiens et par les contemporains, naturellement. Pour ma part, je vous dirais que Sam Hughes, qui occupait le poste de ministre de la Milice et de la Défense à l'époque, est un peu le grand patron du ministère chargé de la Sécurité nationale militaire au Canada, eh bien, Sam Hughes, pour ma part, était un homme plus qu'énergique, voire excentrique. C'était un Canadien, en fait, mais c'était un homme qui adulait l'Empire britannique. Mais, paradoxalement, croyez-le ou non, c'était un homme qui détestait profondément les Britanniques.
Hughes, comment dire, en militaire énergique et en ministre énergique qu'il était, avait fait mettre aussi, dès le début de la guerre, sur pied le fameux camp militaire de Valcartier qui se trouve actuellement à quelques kilomètres au nord du centre-ville de la ville de Québec. Et là-bas, bien, à Valcartier, Hughes va convoquer en août et en septembre de 1914, donc dans les premières semaines du déclenchement des hostilités pour le Canada, il va convoquer des dizaines de milliers de recrues, il va les faire rassembler en ce lieu, et ces recrues-là vont recevoir un entraînement que je qualifierais au mieux de sommaire, avec les moyens du bord. Et dans la plus grande des confusions, le ministre Hughes et ses adjoints étaient parvenus à expédier en Angleterre en octobre de 1914, alors quelques semaines après le début des hostilités, un premier contingent qu'on estime à environ 32 000 hommes. Et c'était, je vous dirais, la première contribution des Canadiens qui, pour la presque totalité, n'avaient absolument aucune idée dans quoi ils venaient de s'embarquer. Et c'est un peu le fait, disons, tragique initial de la Grande Guerre. Si pour les uns, l'entraînement à Valcartier avait été difficile, bien, ce n'était rien en comparaison des conditions pénibles dans lesquelles le premier contingent allait s'exercer dans la tristement célèbre plaine de Salisbury, qui se situait dans le centre-sud de l'Angleterre à la fin de 1914 et au début de 1915. Qu'est-ce que c'est Salisbury, l'endroit où les premiers Canadiens se sont entraînés? Eh bien, tentez d'imaginer un endroit où la pluie, les vents, les marées de boue formaient le lot quotidien des hommes qui, à peine quelques semaines auparavant, étaient encore des journaliers, des paysans, des commis, des étudiants, et ainsi de suite. Autrement dit, des civils qui n'avaient pour la plupart strictement aucune expérience militaire. Et de cet ensemble disparate de soldats, on allait constituer ce qui deviendra la première division d'infanterie canadienne, celle-là même qui aurait l'honneur, si je peux dire, entre guillemets, d'être la première à servir sur le continent, sur le front. Et à l'instar des premiers combattants européens, eh bien, disons-le franchement, les soldats canadiens qui étaient déployés dans le secteur d'Ypres, en Belgique, une ville, un secteur de front extrêmement dangereux, au printemps de 1915, avaient fait face à la terrible réalité de la guerre de position. Face à un ennemi situé souvent à moins de 100 mètres, dans des tranchées remplies d'eau, sous les obus qui s'abattaient sporadiquement, eh bien, les Canadiens avaient expérimenté une forme de guerre qui était radicalement loin de l'image glorieuse, si on veut, de l'image d'Épinal qui s'en était faite ou qui leur avait été inculquée. Et ce baptême de feu dans les tranchées du sinistre saillant d'Ypres en avril 1915 avait été d'autant plus pénible car les Canadiens avaient goûté à une nouvelle médecine, soit celle de l'arme chimique. Les gaz de combat, si vous préférez. En fait, la première bataille d'Ypres qui va se dérouler, en fait, si on veut, entre les dates, grosso modo, du 22 avril au 24 avril 1915, mais les combats vont se poursuivre quand même dans les jours qui suivent. La bataille d'Ypres avait été la première bataille officielle, si on veut, où des gaz toxiques avaient été employés. Et profitant d'un vent favorable, justement, les Allemands avaient en effet lâché le 22 avril, imaginez-vous, plus de 150 tonnes de gaz de combat sous forme de chlore, c'était du chlore en fait, vers les positions tenues par les troupes canadiennes et françaises. Pardon. Et en dépit de l'évidente panique causée par cette arme encore méconnue, les gaz de combat, les Canadiens avaient été obligés de combattre dans des conditions épouvantables, pouvant à peine respirer. En fait, en improvisant des moyens plus que rudimentaires pour se protéger, notamment en urinant, par exemple, dans un mouchoir tampon qu'on appliquait sur la bouche, les soldats de la première division d'infanterie canadienne avaient perdu la moitié de leurs effectifs en infanterie, en attaque et en contre-attaque. Là, on parle ici d'à peu près 6 000 fantassins sur les 12 000 qui étaient présents dans les tranchées avant l'attaque. Mais quand même, les Canadiens étaient ainsi parvenus à colmater une brèche de plus de 5 km qui s'était ouverte au moment de l'assaut dans leur front. Et à l'issue de ce premier affrontement, je vous dirais, un affrontement qu'on va nommer ultérieurement la bataille de Saint-Julien, qui est plus propre, si on veut, à la participation canadienne à la bataille d'Ypres d'avril 1915, eh bien, les troupes canadiennes commençaient à acquérir, je vous dirais, une réputation de force combattante des plus effectives,
ce qui n'était pas nécessairement le cas avant l'affrontement. Et pour les observateurs et commentateurs étrangers, et peut-être même pour les historiens, si je peux me permettre de m'inclure à ce nombre-là, eh bien, les troupes canadiennes se fondaient jusque-là dans l'ensemble des forces britanniques. Il n'y avait pas tant ce sentiment, ce caractère identitaire canadien qui était si fort à l'époque, je vous dirais. Du moins, moi, je le sentais pas. Et cela était vrai aussi sur le plan opérationnel, mais la performance des soldats canadiens qui avaient sauvé la situation à Ypres, une situation qui était désespérée, soit dit en passant, eh bien, la performance des troupes canadiennes avait amené les observateurs à considérer progressivement ce que j'appelais tout à l'heure ce caractère national, auquel l'on pourrait ajouter le qualificatif de distinct, attribué à cette petite force en expansion. Et rappelons qu'à Ypres, peut-être c'est à cause de l'ampleur des pertes aussi et le fait que les Canadiens avaient arrêté l'assaut allemand, mais toujours est-il qu'un soldat sur 3 était tombé pour ne plus se relever, ce qui se traduisait par 2000 morts et à peu près 4000 blessés. Donc, on parle de pertes de 6000 hommes. Et le prix à payer avait été élevé pour ces soldats-là qui, rappelons-le, et j'insiste énormément là-dessus, étaient à peine des civils quelques mois auparavant et qui, par-dessus tout, venaient tout juste de se rendre compte de ce qu'était véritablement la guerre. Et avec Ypres, le Canada venait donc de goûter amèrement à ce qui allait devenir caractéristique de la guerre de 1914-1918, c'est-à-dire une guerre de tranchées, une guerre d'usure dans laquelle les belligérants tentaient de s'emparer du système de tranchées ennemies. Et le tout avec quel objectif, dans quel but, vous me demanderez-vous? Eh bien, c'était simplement pour user les forces de l'adversaire ou tenter de percer leur front, dans l'espoir que reprenne éventuellement, vous savez, cette fameuse guerre en race campagne telle qu'on l'avait imaginée au tout début en 1914 ou telle que l'on se l'imaginait dans une optique de dernier quart ou de dernière moitié du 19e siècle, un peu selon les images napoléoniennes. D'ailleurs, je reviendrai plus tard sur les batailles de Napoléon et vous en aurez peut-être une meilleure idée. Mais toujours est-il que de la fin de 1914 jusqu'au printemps de 1918, les assauts massifs de l'infanterie se butant au système défensif de l'adversaire allaient faire partie du cauchemar des combattants, dont ces Canadiens qui commençaient à peine à se faire la main à ce jeu des plus meurtriers. Mais entre-temps, des Canadiens, en 1915, continuaient à s'enrôler, grossissant ainsi les effectifs de ce qu'on appellera officiellement le Corps expéditionnaire canadien. Les rares nouvelles, en fait, avant de parler des autres batailles, j'ouvrirai peut-être une parenthèse, mais au fur et à mesure que grossissent les effectifs du Corps canadien, rappelons que les assez rares nouvelles de la bataille d'Ypres qui parvenaient à traverser les mailles de la censure de la presse vers le Canada à l'époque, n'avaient pas découragé, je pense, je peux me tromper, là, mais n'avaient pas découragé pour autant d'autres Canadiens à s'enrôler. Cela était vrai à tel point qu'un second contingent, rappelez-vous, il y a eu un premier contingent de 32 000 hommes en 1914, bien qu'un second contingent va partir en Europe, je vous dirais, au début de 1915. Et ces soldats-là allaient former la seconde division d'infanterie canadienne, dans lesquelles, si je peux me permettre une parenthèse, se trouvait le fameux 22e bataillon canadien-français, qui était en fait la seule unité combattante francophone de l'armée canadienne. Mais après les entraînements d'usage en Angleterre, cette division-là, je fais toujours référence à la deuxième division, va rejoindre sa consoeur, la première division en France, et là, je me situe dans le temps en septembre 1915, vers la fin du mois. Et ce faisant, bien, la présence de 2 divisions d'infanterie canadienne sur le front allait permettre ce qu'on appelait par la suite la formation d'un corps d'armée canadien, toujours sous commandement britannique, en l'occurrence le lieutenant-général Alderson, qui, pour ceux qui ne savaient pas, commandait jusque-là la première division canadienne, notamment à Ypres au printemps 15, mais qui, une fois les 2 divisions fusionnant en un corps d'armée, va être promu, en fait, au grade, si je ne me trompe pas, de lieutenant-général, commandant du corps canadien. Et là, je vous disais tout à l'heure qu'on était au mois de septembre 1915, la seconde division vient d'arriver, rejoignant ainsi la première, formant le corps canadien. Nous sommes à l'hiver de 1915-1916, et contrairement peut-être au printemps 1915, l'hiver qui
clôt l'année et qui entame l'année 1916 va être, relativement tranquille pour le corps canadien, qui était, soit dit en passant, toujours installé en Belgique, dans le secteur, dans le saillant d'Ypres. La période hivernale, je le disais, a été calme pour les soldats, étant donné que le temps et les conditions du terrain, vous pouvez l'imaginer, ne permettaient tout simplement pas d'offensive d'envergure, comme c'est le cas lorsque le printemps ou l'été reviennent, par exemple. Cependant, notez que le froid, la neige, la pluie et l'accumulation de la boue s'avéraient autant de contraintes mettant à rude épreuve autant le corps physique que le moral des combattants. Il était en effet difficile, je pense, dans ces conditions, de garder une certaine hygiène de vie. Et je pourrais peut-être encore ouvrir une autre parenthèse en vous disant que les soldats devaient apprendre à vivre avec d'autres éléments caractéristiques de la vie dans les tranchées de 14-18. Parmi ceux-ci, on évoque souvent ce qu'on appelle en bon français le trench foot, qui est le pied de tranchée, qui consistait en d'énormes verrues sur les pieds des soldats confinés en des positions stationnaires, surtout dans plusieurs pieds d'eau, dans plusieurs centimètres d'eau au fond des tranchées et des trous de but. Quoi d'autre je pourrais vous dire? Disons que la grippe et les poux étaient autant d'éléments qui affectaient le quotidien des soldats et dont l'adaptation à ces réalités avait été tout aussi pénible que celle des balles, des grenades ou des autres projectiles. Mais toujours est-il qu'à la fin de 1915 et au début de 1916, eh bien, le corps canadien prenait du volume en termes d'effectifs. Peut-être même en termes de qualité combattante aussi. Là, vous savez qu'il y a une première et une deuxième division qui forment le corps canadien. À la fin décembre de 1915, il ne faut pas oublier qu'il y a une troisième division qui s'en vient aussi, puis une quatrième division d'infanterie au mois d'août 1916. Et le corps canadien se composera désormais de 4 divisions d'infanterie désormais sous le commandement du lieutenant-général Julian Byng au moment de la bataille de la Somme qui va débuter en juillet 1916. En fait, Byng assume vraiment son commandement à partir du mois d'août. Et pour la petite histoire, vous savez peut-être que Byng va devenir par la suite, dans les années 1920, le gouverneur général du Canada. Mais bon, pour l'instant, il commande l'armée canadienne au front et c'est déjà suffisant. Mais où est-ce que je t'ai rendu? Ah oui, à l'été de 1916, au mois d'août, donc, et c'est ça qui est tragique, et ça c'est un élément important, je pense, à retenir, il y a déjà des milliers de Canadiens qui ont été tués, blessés ou portés disparus sur les champs de bataille. Et cela n'empêchait pas que les généraux alliés, dont les armées augmentaient tant en effectifs qu'en quantité de matériel disponible, souhaitaient, ou si vous préférez, ils étaient obsédés par la sempiternelle idée de percer le front à tout prix en usant les troupes de l'adversaire et en reprenant la damnée guerre en race campagne à l'image napoléonienne de style Épinal un peu. Mais c'est sûr que ce qu'il ne faut pas oublier aussi, avant que j'aborde la dernière partie du conflit, c'est que les 2 premières années de la Première Guerre mondiale, de 1914 à 1916, ont été quand même assez frustrantes pour tous les belligérants, nous les Canadiens compris. Devant l'impossibilité de percer le front ennemi, il fallait non seulement augmenter la quantité de canons, de mitrailleuses et de matériel de toutes sortes qu'on allait balancer à l'ennemi, mais il fallait en plus, et ça je pense que c'est un élément assez important qu'on oublie trop souvent lorsque l'on enseigne l'histoire militaire, c'est qu'il fallait raffiner les tactiques de combat, notamment pour l'infanterie. Comme le général Pétain avait dit à l'époque, le feu tue, c'est vrai. C'est pas faux, mais pour que le feu tue et qu'en même temps qu'on soit moins tué par ce feu-là, bien, il faut que les tactiques des soldats s'adaptent. Notamment pour l'infanterie. Et cette dernière était appelée à travailler de concert avec l'artillerie, donc il fallait améliorer l'efficacité du tir, mais aussi la coordination avec l'infanterie et peut-être aussi avec les forces aériennes. L'entraînement et l'encadrement des troupes allaient donc en s'intensifiant chez les Canadiens. Et de plus, à mesure qu'avançait la guerre, les Canadiens se voyaient dotés d'un matériel de plus en plus spécialisé, comme des fusils mitrailleurs, des mortiers, des grenades,
afin d'accroître leur puissance de feu dans les situations où l'infanterie ne pouvait à coup sûr intervenir. Pour vous donner une idée, puisque j'y pense, prenez l'exemple d'un bataillon d'infanterie canadien en 1914 qui a un effectif, disons, de 1000 hommes. Parmi ces 1000 hommes-là, il y a à peu près 90% des hommes qui sont équipés d'une carabine et le 10% restant de mitrailleuses ou de mortiers ou d'autres armes plus spécialisées. Eh bien, ce même bataillon-là en 1914, si vous le transposez 4 ans plus tard, en 1918, c'est à peine 40% des soldats qui ont toujours le bon vieux fusil comme en 1914, et le reste de la troupe possède des fusils mitrailleurs, des grenades, des lance-flammes, des mortiers. Alors, l'armement est beaucoup plus spécialisé. Et on aura l'occasion sans doute d'y revenir dans d'autres capsules que je ferai sur les tactiques militaires. Mais dans l'immédiat, c'est dans ce contexte-là que le nouveau corps canadien avait été appelé à intervenir. Et là, je suis dans la bataille de la Somme, toujours en 1916. Les Alliés avaient en effet, rappelons-nous, prévu de lancer une nouvelle offensive au cours de l'été de 1916. Pourquoi? Eh bien, l'idée était de frapper simultanément l'ennemi sur tous les fronts afin de le contraindre autant que possible le déploiement de ses renforts, de nuire au mouvement de ses troupes. En France, par exemple, cela se traduisait par une offensive combinée franco-britannique tout le long de la rivière de la Somme, en Picardie, et qui était alors, si on veut, la Somme, le point de jonction entre les forces françaises au sud et les forces britanniques plus au nord. Et cette bataille-là de la Somme s'était engagée officiellement aux alentours de 7h, 7h30, le 1er juillet 1916, sans que, malheureusement pour les Alliés, aucun succès notable ne fut enregistré. Et cette offensive-là n'était pas l'affaire que d'une journée ou deux, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que c'était en fait une succession d'engagements locaux, souvent à petite échelle, étalés sur des semaines, voire des mois dans certains cas. Mais disons que la première journée de l'offensive, le 1er juillet 1916, a été littéralement catastrophique pour les Britanniques. Selon les sources, imaginez-vous bien, en 1916, le 1er juillet 1916, l'armée britannique perd, tenez-vous bien, 60 000 hommes en une journée, et de ce nombre, 20 000 sont tués. Le reste blessés ou portés disparus. Et cependant, à partir de la mi-juillet, on enregistre quand même du côté franco-britannique des succès notables sur le front avec beaucoup de gains de terrain. Mais malgré tout, les semaines qui avaient suivi n'apportaient guère de meilleurs résultats au moment où le corps expéditionnaire canadien était appelé à intervenir. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, c'est que du vieux front des Flandres, où se trouvaient nos troupes, celle du général Byng, eh bien, les Canadiens vont se déployer vers le sud à la mi-août, fin août plutôt, sur le front de la Somme, où on se battait, comme vous le savez, déjà depuis plusieurs semaines. Et la reprise de l'offensive était dictée pour le 15 septembre dans le secteur canadien, mais entre la fin août et la mi-septembre 1916, les troupes canadiennes avaient perdu 3000 hommes uniquement pour tenir leur ligne de front sur la Somme, puis ils n'ont même pas passé à l'attaque encore, imaginez-vous. Par contre, au matin du 15 septembre, là c'est le grand jour pour le corps canadien. Le corps va donner l'assaut quelque peu à l'ouest d'un village que l'on nommait Courcelette, sur un front d'un peu plus de 2 km de large, qui est un front, je vous dirais, d'une longueur standard compte tenu des effectifs que nous avions. Et les troupes d'assaut ont été précédées, leur avancée a été précédée par un tir de barrage d'artillerie relativement bien réglé. Et les soldats canadiens, assistés pour la première fois par quelques chars d'assaut, les tanks, comme on les appelait, s'étaient rués vers le village de Courcelette et ses environs. Et cette première journée de l'offensive du 15 septembre, c'était somme toute bien passé. C'est ça qui était étonnant, compte tenu de l'échec britannique, rappelez-vous, du mois de juillet. Mais comment je vous dirais ça? La journée du 15 septembre se passe bien, mais les Allemands avaient fortement réagi en lançant, imaginez, une douzaine de contre-attaques dans Courcelette même et les villages aux alentours. Et pendant 3 jours et 3 nuits, les soldats canadiens, notamment ceux du 22e bataillon québécois, s'étaient battus avec courage, certes, mais surtout avec l'énergie du désespoir. Et donc, au mois de septembre 1916, comme on dit en bon québécois, ça brasse. Cependant, les pluies d'automne, qui vont démarrer à peu près à la même période, l'épuisement des troupes, bien sûr,
les pertes encourues et surtout l'intensification de la résistance allemande à cette époque dans le secteur de Courcelette avaient fait en sorte que l'offensive devait s'arrêter. Et pour les Canadiens, la bataille de la Somme s'était terminée officiellement le 11 novembre 1916. Et je vous dirais qu'en général, c'est aussi la date qui est retenue pour la fin de l'offensive de la Somme pour l'ensemble du contingent allié. Le terrain en tant que tel n'avait, d'un strict point de vue stratégique, à peu près aucune valeur. Ni morale, ni de valeur morale, pour ainsi dire. Les Canadiens étaient sortis de la Somme plus expérimentés, du moins pour ceux qui avaient survécu, naturellement, plus aguerris à la guerre de tranchées, c'est vrai. Ils avaient appris aussi à utiliser tout le potentiel des armes modernes. Rappelez-vous, j'en parlais tout à l'heure. Mais par contre, et ça, c'est ça qui est peut-être assez triste et assez épouvantable, c'est que depuis le mois d'août, entre le mois d'août, fin août 1916, jusqu'au 11 novembre de la même année, il y a plus de 24 000 soldats canadiens, 24 000, qui étaient tombés, tués, blessés, disparus. C'est toujours la même logique. Plus de 24 000 hommes étaient tombés pour une progression générale vers l'Est. Donc, on fait reculer les Allemands vers l'Allemagne pour une progression générale d'à peine 8 km, qui est une distance assez minime, je vous dirais. Et plus encore que lors de la bataille d'Ypres en 1915, je vous dirais que c'est sur la Somme que les Canadiens s'étaient véritablement vus confirmés dans leur réputation de troupes de choc. Et cette notoriété allait, pour ainsi dire, les précéder pour le restant de la guerre. Et dans tous les coups durs où seraient engagées les forces britanniques, vous pouvez être certain que les Canadiens dirigeraient fréquemment l'assaut. Mais par contre, toujours est-il qu'à la fin de 1916, le corps expéditionnaire canadien se voit retirer du champ de bataille de la Somme et les Canadiens se verraient offrir l'opportunité de soutenir leur nouvelle réputation acquise à la Somme. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, c'est simple. C'est que les troupes canadiennes vont être transférées plus au nord, toujours en France, toujours sous commandement britannique aussi, et les troupes avaient reçu pour la prochaine offensive qui va se dérouler au printemps 1917, un objectif qui, disons-le bien franchement et bien candidement, demeurera marqué dans les mémoires canadiennes. Et cet objectif-là, c'était la capture de la crête de Vimy. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur Vimy? C'était une bataille terrible, comme bien d'autres, naturellement. J'aurais le goût de vous dire, dans un premier temps, que la bataille de Vimy se déroule au printemps, au mois d'avril 1917. La bataille de Vimy se déroule à une époque où la guerre en Europe durait depuis plus de 2 ans. Rappelez-vous, mesdames et messieurs, que les batailles d'usure de l'année 1916 n'avaient apporté que quelques kilomètres de gain de terrain pour les Alliés. Rappelez-vous des 8 kilomètres gagnés à l'automne précédent sur la Somme. Des millions de soldats étaient tombés, mais d'autres avaient pris le relais afin de malmener, si vous voulez, à nouveau l'ennemi au moment où débute l'année de 1917. Les alliés franco-britanniques, je suis en train de penser à ça, n'avaient pas abandonné leur projet de mener des offensives conjointes, loin de là, dans un scénario qui, je vous dirais, était somme toute semblable à celui de 1916, mais en supposant que les erreurs commises sur la Somme, disons pas les erreurs commises, mais disons que les leçons apprises sur la Somme soient retenues, ou si vous préférez, disons-le carrément, que les erreurs ne soient plus répétées. Et l'idée éternelle de percer le front et de reprendre la guerre de mouvement obsédait toujours les généraux, ça n'a pas changé. Et le plan fixé à Vimy était simple. L'armée française, qui va indirectement participer, et je vais m'expliquer, l'armée française devait cette fois se ruer à l'assaut des hauteurs du chemin des Dames, qui, en fait, la crête de Vimy est dans le Pas-de-Calais, mais plus au sud, vers le secteur de l'Aisne, à peu près, sur un plateau parsemé de petites collines qu'on appelle le chemin des Dames, en référence à un chemin de promenade de certains rois français au 18e siècle. L'armée française va donner l'assaut au chemin des Dames en avril 17, au sud-est de la Somme, tandis que l'armée britannique, elle, devait engager la bataille plus au nord, autour de la ville d'Arras, qui est un peu, si vous voulez, le chef-lieu actuel du département français du Pas-de-Calais. Et l'offensive britannique allait commencer une semaine avant celle des Français. L'offensive britannique débute le 9 avril, les Français attaquent le 16, en 1917.
Et dans ce contexte, la tâche du corps expéditionnaire canadien qui assiste les Britanniques dans le secteur d'Arras consiste ni plus ni moins à capturer la terrible crête de Vimy. Vimy, qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous êtes déjà allé. Dès le début des hostilités, en fait, en octobre 1914, la crête de Vimy avait été capturée par les Allemands. Et cela dit, bien, les Allemands avaient eu plus de 2 années pour l'aménager et la fortifier à leur goût. Et les alliés franco-britanniques avaient perdu des dizaines de milliers d'hommes dans de 20 assauts contre cette position en 1915 et en 1916. L'année suivante, au mois d'avril, eh bien, la crête de Vimy constituait, pour ainsi dire, le plus dangereux et le plus imposant bastion défensif du dispositif allemand dans la région d'Arras. Et du haut de la crête, eh bien, les Allemands pouvaient parfaitement observer les manœuvres des troupes alliées. En fait, si vous allez aujourd'hui à Vimy, que vous avez une vision relativement bonne, sans télescope ou paire de jumelles, eh bien, vous pouvez à l'œil nu observer tous les alentours de la crête, le Pas-de-Calais, dans un rayon de 35 km. Parce que le terrain est plat, naturellement, c'est ce qui contribue à avoir une excellente vision. Autrement dit, Vimy est un excellent point d'observation qu'il fallait défendre dans une perspective allemande. Sur la crête de Vimy, du côté allemand, qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est simple. Il y a des profondes tranchées, élaborées en plusieurs lignes successives de défense. Et ce que je n'ai peut-être pas mentionné précédemment aussi, c'est qu'à Vimy, il y a un très nombreux réseau de tunnels bétonnés et d'intenses réseaux de fils de fer barbelés et d'obstacles de toutes sortes qui parsemaient la position des soldats du Reich. Et pour capturer la crête, eh bien, encore une fois, le matériel allait être important, mais par-dessus tout, les Canadiens qui doivent prendre d'assaut la crête savaient qu'il fallait carrément réinventer la manière de faire la guerre dans les tranchées. Et je pèse bien mes mots là-dessus. Par exemple, dès le mois d'octobre 1916, dans les semaines qui ont précédé l'assaut, alors que même que la bataille de la Somme n'était pas encore terminée, les 3 premières divisions sur les 4 du corps canadien, qui seront bientôt rejointes par la 4e, étaient déjà arrivées dans le secteur de Vimy, au bas de la pente. Autrement dit, la bataille de la Somme n'était même pas encore terminée, que déjà le 3/4 des effectifs du corps canadien étaient retirés de la Somme et la 4e division va rejoindre bientôt pour aller se préparer pour attaquer Vimy. Et ce délai-là va être le bienvenu, naturellement, surtout qu'en bas de la pente, les Canadiens regardent à l'est, en face d'eux. Ils sont face à face aux Allemands qui sont bien retranchés sur les hauteurs. Et pour l'emporter, il fallait non seulement apprendre des erreurs du passé, mais également copier en partie les techniques ou les tactiques allemandes. Et pour ce faire, les Canadiens avaient, je vous dirais, élaboré une incroyable logistique. Comme les Allemands, les Canadiens vont creuser des tunnels qui vont avoir 2 objectifs en fait. Le tunnel en tant que tel qui sert à transporter des troupes ou du matériel d'une position à l'autre, aux yeux et au sud de l'ennemi, et également ce qu'on appelle des souterrains, ou je dirais des subways en anglais, qui permettent d'abriter une grosse concentration de troupes, toujours aux yeux et au sud de l'ennemi. Mais bref, il y a un réseau souterrain un peu copié sur le modèle allemand que les Canadiens vont établir. Les Canadiens vont installer également des voies ferrées pour transporter du matériel, encore une fois. Et peut-être fait intéressant, c'est que les officiers canadiens vont reproduire à ciel ouvert ce qu'ils croyaient être une copie conforme du dispositif défensif ennemi. Pourquoi ils font ça? C'est que ces immenses maquettes à ciel ouvert visaient à enseigner à chaque soldat, à chaque peloton, compagnie ou bataillon, le rôle précis qui était assigné à chacun ou à chaque unité en vue de la bataille à venir, le moment venu. Alors, les soldats pouvaient voir pour une fois quelle était leur tâche précise. Et cette sorte de pédagogie militaire qui allait distinguer la bataille de Vimy des précédentes dans lesquelles avaient été engagés les Canadiens, bien, ça, je crois que c'est un élément fondamental que nos historiens ici au Canada ont amplement relevé et ça fait effectivement partie de notre... c'est un élément qui fait partie de notre compréhension générale de la bataille. Et il fallait par ailleurs tout savoir du dispositif ennemi.
Par exemple, les reconnaissances effectuées par des raids dans les tranchées allemandes avaient permis d'amasser des précieuses informations, même si certains raids avaient été désastreux. Je pense entre autres à un raid organisé au mois de mars 1917 par quelques centaines de soldats canadiens qui n'avaient pas très bien été. Mais toujours est-il que ces raids-là, dans les tranchées ennemies, étaient importants pour avoir certaines informations. Mais il ne faut pas oublier également le rôle important de l'aviation, qui était tout aussi crucial, notamment en photographiant le front ennemi, en éliminant les appareils ennemis du ciel aussi, en prenant des renseignements sur ces lignes de communication et peut-être par-dessus tout, ces positions d'artillerie qu'il fallait absolument neutraliser avant la bataille. Et justement, bien, comme je le mentionnais encore une fois, la guerre durait depuis plus de 2 ans. Les batailles d'usure de l'année 1916 n'avaient apporté que quelques kilomètres de gain de terrain pour les Alliés. Des millions de soldats étaient tombés, mais d'autres avaient pris le relais afin de malmener à nouveau l'ennemi pour 1917. Et les Alliés n'avaient, comme je vous le disais, pas abandonné leur projet de capturer cette crête-là, qui était la crête de Vimy. Alors ça, c'est un peu le contexte général. Mais maintenant, venons-en à la bataille. Qu'est-ce que c'est que la bataille de Vimy? Qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur Vimy. Il y a une certaine propagande, surtout chez nous au Canada, une propagande nationale qui s'est faite là-dessus. Nous avons élevé, un peu comme pour la bataille de Verdun chez les Français, nous avons élevé la bataille de Vimy au mythe national. En fait, nous en avons fait notre bataille nationale à nous les Canadiens au cours de la Grande Guerre. Mais venons-en aux faits. Après un intense et efficace bombardement préliminaire d'artillerie effectué quelques jours avant l'opération, les Canadiens vont donner l'assaut à la crête de Vimy au matin du 9 avril 1917. En 3 jours d'offensive sans relâche, les Canadiens avaient capturé la crête de Vimy et on pouvait enfin voir le front allemand derrière celle-ci qui s'étendait dans la plaine de Douai, la ville de Douai, la ville minière, un peu plus à l'est. Et la bataille de Vimy est par la suite devenue, comme je le mentionnais, emblématique dans la mémoire canadienne. Et c'est en effet au cours de cet engagement que les 4 divisions formant le corps canadien avaient pour la première, mais aussi pour la seule fois de la guerre, combattu simultanément. Et comme toujours, les combats avaient été sauvages. Certains diront que la bataille, que nous ne sommes pas au Canada justifiés de dire que la bataille de Vimy est absolument le mythe national, la bataille la plus importante, la plus emblématique du Canada pendant la Grande Guerre. Un instant. Il faut remettre les choses en contexte. D'abord, Vimy, c'était pas un pique-nique. Moi, j'aurais pas voulu être là. Je pense pas que vous auriez voulu être là non plus. Ça a été une bataille cruelle. En 3 jours, les Canadiens avaient perdu environ 10 000 hommes, dont à peu près 3 600 tués. Le reste étant comme toujours des blessés et des disparus. Et encore une fois, cette bataille qui s'achevait avait endurci les troupes. L'objectif n'était pas facile. Les Français et les Britanniques, en 15 et en 16, s'étaient butés là. Ils avaient perdu des dizaines de milliers de soldats. Mais la victoire canadienne avait, somme toute, fait le tour de la presse des forces alliées. Les journaux en avaient parlé. Et tout le monde célébrait ce fait d'armes. Et une fois la réputation de troupe de choc du corps canadien établie avec Vimy, qui avait déjà commencé sous la Somme et qui était, si on veut, confirmé à Vimy, eh bien, cette réalité-là, cette perception qu'on avait à l'époque de troupes de choc pour les Canadiens, eh bien, allait mettre nos soldats face à de nouvelles et terribles épreuves jusqu'à la fin du conflit. Et c'était également au lendemain de Vimy que les soldats assistaient peut-être à la nomination d'un premier commandant canadien à la tête de notre armée, qui était en fait le lieutenant-général Arthur Currie, un homme originaire de la Colombie-Britannique, qui, peut-être vous le saviez, était déjà commandant de la première division canadienne en 1916, au moment où se déroule entre autres la bataille de la Somme. Alors Currie d'ailleurs commandait cette même division-là à Vimy. Et donc Vimy, oui, est une bataille importante dans notre histoire nationale, mais la guerre n'est pas terminée pour autant. Nous sommes à l'été de 1917, et alors que les Canadiens et les Britanniques connaissaient un certain succès au nord, notamment à Vimy,
Au sud, les forces françaises étaient en mutinerie à la suite des insuccès enregistrés à la suite de la catastrophique bataille du Chemin des Dames des mois d'avril et mai. Et par conséquent, l'incapacité temporaire, je dis bien temporaire, de l'armée française à poursuivre le combat avait mis le commandant britannique dans la perspective que lui seul pouvait encore porter un coup aux Allemands dans la seconde moitié de 1917. Parce que là, l'été arrive, l'armée française est en difficulté, et sur le front canado-britannique, les choses ont quand même relativement bien été. Alors, le commandant britannique était en mesure de croire que lui seul, si on veut, pouvait poursuivre l'offensive. Et c'est ainsi que, le 31 juillet 1917, les Britanniques lançaient une troisième offensive dans le saillant d'Ypres en Belgique. Vous savez, le vieux secteur d'Ypres où nos soldats avaient l'habitude de combattre. Et à l'instar de la Somme, ce n'était que plus tard que le corps canadien serait appelé à intervenir. Et le but de l'offensive d'Ypres, qu'on appellera plus tard, selon le secteur, la bataille de Passchendaele, mais ça c'est plus tard, le but de la troisième offensive d'Ypres de juillet 1917 était bien sûr de tenter une autre percée du front allemand, mais plus particulièrement de forcer l'ennemi à évacuer des bases navales qu'il possédait dans les Flandres en Belgique, où mouillait justement une partie de la flotte sous-marine allemande qui coulait les navires alliés dans l'Atlantique et aussi dans la mer du Nord. Et en dépit de quelques succès initiaux, l'intensité du barrage d'artillerie des semaines suivantes avait non seulement averti les Allemands de l'imminence de la poursuite des assauts dans le secteur des Ypres en Belgique et aussi dans le secteur d'Arras, mais également avait transformé le terrain en un océan de boue. En fait, rappelons qu'au cours de l'été de 1917, au moment où les Canadiens vont commencer tranquillement, pas vite, à quitter le secteur de Vimy et d'Arras vers les Flandres en Belgique, il pleut constamment. Les pluies torrentielles quasi continuelles des Flandres n'ont pas facilité la tâche des Canadiens lorsque ces derniers prirent la relève des forces britanniques dans le secteur de Ypres en Belgique. Et cette fois-ci, là, où suis-je dans le temps? Je suis toujours dans la seconde moitié de 1917, dans le dernier quart en fait de 1917. Cette fois-ci, le plan pour les Canadiens dans le secteur de Ypres, rappelez-vous, la bataille dure depuis le 31 juillet. Nous sommes à peu près au mois d'octobre 1917. Les Canadiens arrivent et ces derniers doivent capturer le village de Passchendaele, du moins ce qui en reste, qui était situé à une hauteur à quelques kilomètres à l'est du saillant d'Ypres. Et constatant l'ampleur de la besogne et de l'état physique et moral de ses troupes, eh bien, le commandant du corps canadien, le lieutenant-général Arthur Currie, s'était rapidement rendu compte qu'une poursuite de l'offensive allait décimer ses troupes. Et même que, écoutez ça, et même que Currie prédisait qu'avant la bataille, il prédisait que ses troupes allaient subir environ 16 000 pertes dans l'offensive. Et malgré tout, Currie avait reçu l'ordre du haut commandement britannique de préparer l'assaut qui débutera finalement le 20 octobre 1917 face à Passchendaele. Et pendant 2 semaines, je vous dirais jusqu'au 11 novembre, et sous des pluies torrentielles, les Canadiens avaient avancé jusqu'au village de Passchendaele, juste devant. Et plus tard, quelques heures plus tard, ils vont réussir à le capturer de peine et de misère. Et en fin de compte, et c'est ça qui est un peu ironique, mais surtout tragique, l'estimation qu'en avait fait le général Currie s'était avérée presque juste parce que il avait prédit qu'il allait perdre 16 000 hommes à Passchendaele, mais selon les sources, l'opération canadienne à Passchendaele en Belgique, de la fin octobre jusqu'à la mi-novembre 1917, va entraîner pour le corps canadien des pertes à peu près exactes de 15 500 hommes. À peine 500 soldats de moins que ce que Currie avait prédit. Autrement dit, il avait vu juste. Et je vous dirais que, oui, c'est vrai qu'au Canada, nous encensons la bataille de Vimy et je pense que c'est correct de le faire, comme historien, je le pense, dans le cadre d'une commémoration mémorielle d'un certain mythe national pour lequel les historiens ont largement contribué à construire. Je pense notamment au regretté Pierre Burton, qui avait fait de Vimy un mythe national canadien. Mais moi, je rajouterais que la bataille de Passchendaele en tant que telle restera toujours un nom associé à un véritable cauchemar pour les Canadiens. C'était comme, à Passchendaele, là, écoutez, c'était comme si on avait oublié les leçons tactiques et stratégiques
qui avait si bien fonctionné à Vimy, pour replonger dans la guerre d'usure digne de la bataille de la Somme l'année précédente. Et rappelons que dès le départ, Currie, le commandant canadien, avait questionné la pertinence de poursuivre une offensive qui s'enlisait depuis quelques semaines. Écoutez, depuis le 31 juillet et pendant tout l'été, le mois d'août, le mois de septembre, les Britanniques avaient tenté toujours et toujours de percer le front allemand à l'est du village de la ville d'Ypres. Et là, les commandants britanniques dis-je bien, demandent aux soldats canadiens de poursuivre l'offensive. Mais où est l'élément de surprise? Et c'est la question que Currie a demandé. Il n'y en a plus. Les Allemands savent que nous allons attaquer. Currie fait ce qu'il peut pour essayer d'éviter la bataille. Et il avait ultimement, comme je le mentionnais, critiqué la pertinence de poursuivre cette offensive qui s'enlisait depuis quelques semaines, voire quelques mois. Les Canadiens n'ont jamais perdu la bataille de Passchendaele, j'insiste là-dessus. Ils n'ont jamais perdu la bataille, mais le prix payé par rapport aux gains obtenus était plus que dérisoire, peut-être même pire que sur la Somme encore. La bataille de Passchendaele avait également eu ceci de particulier, et peut-être de probablement bénéfique pour nous les Canadiens, c'est que pour la première fois, le premier ministre du Canada, le conservateur Robert Borden, avait ouvertement protesté auprès de son homologue britannique, le premier ministre David Lloyd George, que si les Canadiens étaient à nouveau impliqués dans un bain de sang de la sorte, alors la participation active du Dominion du Canada aux futures opérations militaires pouvait être remise en cause. Et ça, mesdames et messieurs, je vous dirais, en bon français, c'est un énoncé politique, c'est un statement qui est très, très fort, qui est très courageux, je vous dirais, dans le contexte de 1917. Parce que si vous lisez entre les lignes, et l'exercice n'est pas très difficile à faire, Borden est allé dire au premier ministre Lloyd George, si vous nous faites un autre Passchendaele, nous les Canadiens, on débarque. Out. C'est terminé. Nos soldats n'attaqueront plus. Est-ce que nous serons en mutinerie comme l'armée française? Sans doute pas, parce que c'est un ordre qui vient du haut commandement politique canadien. Mais toujours est-il que la participation canadienne à de futurs assauts pourrait être remise en question. Et juste le fait d'avoir posé cette question-là au premier ministre britannique, je pense que c'est un énoncé de politique étrangère qui est très fort pour le Canada. Et j'affirme ceci, ça débutait, ça confirmait le début d'une affirmation nationale canadienne en matière de politique étrangère. Et c'est pour ça que je pense que la bataille de Passchendaele devrait être élevée au rang de mythe national, pas moins, pas plus, mais au même titre que la bataille de Vimy. Et on peut penser même qu'avec Passchendaele, il y a eu, si on veut, une canadianisation progressive du corps canadien, et ce, tant au niveau de la manière de guerrorier que en matière de formation d'une identité nationale telle que je le spécifiais. Et puis, bien, je vais parler maintenant de l'année 1918, un peu dans le dernier quart de mille de mon allocution. Passchendaele est terminé. Nous sommes à la fin de 1917, au début de 1918, qui avait été un hiver, somme toute, paisible pour les Canadiens. Comme je vous le dis, en général, l'hiver, au fond, il ne se passe pas grand-chose, à part de tenir la ligne. En fait, c'est au mois de mars 1918 que cette fois-ci, les Allemands prennent ou reprennent l'initiative de lancer leurs dernières offensives majeures de la guerre, avec les renforts supplémentaires obtenus d'un front russe, qui était en pleine révolution. En fait, le nouveau commandement suprême des forces alliées, qui était le maréchal français Ferdinand Foch, avait attendu l'occasion favorable avant de reprendre l'initiative aux Allemands. Et c'est au moment de la bataille d'Amiens, en août, que les Canadiens allaient entreprendre, jusqu'à la fin du conflit, une série de batailles que l'on nommera, nous les historiens plus tard, sous le nom de la campagne des 100 jours. La campagne des 100 jours, qu'est-ce que c'est? C'est pas la campagne napoléonienne qui porte à peu près le même nom, et ça j'en parlerai dans une autre capsule. La campagne des 100 jours pour les soldats canadiens en 1918 s'est déroulée à peu près de la mi-août jusqu'au moment de l'armistice le 11 novembre. Et en maintes occasions, au cours des derniers mois de la guerre, au cours des 100 jours, les Canadiens avaient une fois de plus servi de fer de lance aux offensives britanniques. En à peine 3 mois, les soldats du général Currie poursuivaient les Allemands qui retraitaient,
mais qui leur causait de lourdes pertes par des combats d'une arrière-garde finement exécutés. Et c'était également au cours de cette série d'offensives que les Canadiens allaient pulvériser, ni plus ni moins, en plusieurs points, la terrible ligne défensive des Allemands, qui était surnommée à l'époque la ligne Hindenburg. De la ville d'Amiens en Picardie jusqu'au village de Valenciennes, puis jusqu'à la ville de Mons en Belgique, les Canadiens, entre le mois d'août et 1918 jusqu'à l'armistice du 11 novembre, vont perdre, tenez-vous bien, 40 000 hommes en un peu plus de 3 mois d'affrontements se déroulant tantôt dans des tranchées, tantôt en race campagne. Et le moral des Allemands avait sans doute été anéanti, c'est vrai. Et ces derniers avaient consenti, comme vous le savez sans doute, à signer l'armistice du 11 novembre. Et une fois les combats terminés, bien, les Canadiens avaient franchi la frontière allemande où ils allaient occuper une tête de pont dans la région de Bonn jusque, je vous dirais, au moment du rapatriement des troupes au printemps de 1919. Et la Grande Guerre de 1914-1918 était, pour les Canadiens, ainsi terminée. Mais rappelons qu'environ 10 millions d'hommes, provenant d'une trentaine de nations, y avaient laissé leur vie. En plus des pertes humaines, la guerre avait laissé d'énormes séquelles psychologiques. Jamais auparavant n'avait-on assisté, mesdames et messieurs, à un conflit d'une telle intensité. Bon, sans doute qu'il y a eu des guerres terribles dans le passé, des guerres qui ont fait des centaines de milliers de morts. Mais de mémoire d'hommes, de mémoire contemporaine, disons, il n'y en a pas eu d'aussi pire que la Première Guerre mondiale. Les États, les belligérants s'étaient financièrement ruinés, endettés dans cette guerre, où l'avenir de tous semblait plus qu'incertain. Et d'autre part, la Première Guerre mondiale avait marqué une étape importante dans le développement du Canada au plan international, comme j'en parlais tout à l'heure dans le contexte de Passchendaele. En 1914, rappelons-nous, le Canada était entré en guerre comme une simple colonie, ou si vous préférez, comme un simple dominion de l'Empire britannique. Et 4 ans plus tard, comment dirais-je, le pays avait ajouté sa signature sur le traité de Versailles, qui avait officiellement mis fin au conflit. Et bien que purement symbolique, on ne va pas se le cacher, c'était symbolique, mais quand même, bien que purement symbolique, cette signature-là canadienne avait coûté au pays quelques 65 000 soldats tués et plus de 180 000 blessés. Les Canadiens avaient commencé la guerre à Ypres en 1915, sous un commandant britannique. Les troupes étaient alors inexpérimentées et les années qui avaient suivi leur avaient appris comment faire la guerre. Je l'ai mentionné souvent. Et en 1918, au moment où les troupes canadiennes s'arrêtent à Mons en Belgique, ces mêmes hommes étaient dirigés par des Canadiens et ils constituaient une force combattante d'élite qui n'avait plus rien à prouver. Il ne faut pas oublier non plus que l'effort consenti par le Canada avait d'autant été plus remarquable car la nation canadienne ne comptait en 1914 que 8 millions d'individus. Et de ce nombre, je le rappelle, 650 000 avaient participé au conflit et un peu plus de 10% de ce même chiffre n'étaient pas revenus. Et comme l'ont souligné certains historiens, et je pense que je considère humblement que je peux en faire partie, il n'est pas faux de dire qu'avec la guerre de 1914-1918, le Canada avait acquis ce que je pourrais appeler sa personnalité internationale. Une personnalité jeune, une personnalité que d'aucuns pourraient qualifier d'immature. Et je pense que c'est pas tout à fait inexact de le dire, mais qui dit immature dit que nous progressons éventuellement vers une certaine maturité, vers un certain savoir-faire en matière de politique étrangère qui malheureusement ça s'est négocié dans le sang. Mais bref, toujours est-il que nous avions comme Canadiens acquis une certaine personnalité internationale qui ultimement sera reconnue bien entendu. Et à l'instar de bien des nations, celle du Canada s'était édifiée dans le sang, dans l'espoir peut-être naïf que plus jamais un drame comme celui vécu dans les tranchées de Belgique et de France ne se reproduirait. Et en fait, je vous dirais, mesdames et messieurs, que ce que je viens de vous raconter depuis la dernière heure
C'était tout simplement l'époque dans laquelle notre ami John Babcock était décédé, qui était, comme vous le savez désormais, le dernier vétéran de la Grande Guerre. Alors sur ça, je conclue mon exposé. Nous allons nous revoir dans d'autres capsules d'histoire militaire. En attendant, portez-vous bien et je vous souhaite une excellente journée. Merci, à bientôt.